Merci d'être aussi nombreux, nombreuses. Puisque le temps file déjà, on a du retard un peu sur la programmation. On va essayer de faire ça vite pour aller tout de suite dans le vif du sujet, les présentations de nos deux panélistes. Donc, un petit mot sur l'invitation qu'on a reçue, le regroupement des Auberges du Cœur. On est un organisme d'hébergement jeunesse communautaire en prévention de l'itinérance chez les 12 à 35 ans, présent dans 10 régions du Québec, et on reçoit environ 3000 jeunes annuellement. On en refuse autant par faute de place. On a été approché parce qu'on est partenaire avec M. Goyette sur quelques recherches, dont la recherche EdGEP, et que les jeunes qui passent dans les auberges ont de plus en plus des problématiques au niveau de la santé mentale. Donc, on nous a demandé d'animer la rencontre et particulièrement la partie des échanges. Et sur ce, je vais tout de suite laisser la parole à Mme Baki pour sa présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler un peu de l'itinérance chez les jeunes avec troubles mentaux sévères et toxicomanie parce que, malheureusement, il y a encore trop de jeunes qui sortent des centres jeunesse et qui se retrouvent à la rue, mais aussi pour proposer peut-être des pistes de solutions par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Vous allez voir, ça va faire écho vraiment à ce qui a déjà été dit. Je pense qu'un forum comme aujourd'hui, c'est déjà une première piste de solution. Je dirais que mes parents me l'ont probablement dit quand on parlait de l'importance de la famille, là, mais je les écoutais peut-être pas assez quand j'étais jeune. Mais je pense que ça passe beaucoup par le partenariat, la collaboration, puis aussi ce qui a été soulevé tout à l'heure, le discours commun et la prise de conscience par différents niveaux organisationnels, en fait, des problématiques. Fait qu'il y a des gens du ministère qui sont là aujourd'hui, de la direction de la santé mentale. Il y a des intervenants terrain. Tantôt, on parlait de la première, deuxième, troisième ligne, mais vous allez voir, je vais insister beaucoup sur les organismes communautaires également. On a des jeunes qui sont avec nous, j'espère des membres de famille, des intervenants là, de tout acabit, je pourrais dire, tant je n'aime pas ce clivage, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, mais le médicaux, biomédicaux que psychosocial. Donc, je pense que c'est important qu'on soit tous là pour parler des mêmes choses et parler le même langage. Donc, je vais essayer d'aborder aujourd'hui un peu ma réflexion personnelle, mais ce n'est pas que personnel, je pense que c'est la réflexion là, de toute une équipe autour de comment et pourquoi décentrer des pratiques de soins. Et je vais l'illustrer par la réponse du CHUM qui a été faite en partenariat avec sa communauté et donc la création de l'équipe SOL, pour ceux qui la connaissent, qui est une équipe dédiée aux jeunes qui souffrent de toxicomanie et de troubles de santé mentale sévères comme la psychose et qui sont en situation d'itinérance. Je vais vous parler du RIPAGE, qui est le réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes de la rue, et la collaboration Access RIPAGE. Donc, le cas particulier des jeunes en situation d'itinérance, donc on sait que ces jeunes-là sont dans la phase d'entrée à l'âge adulte. Ils représentent environ 1/5 des personnes itinérantes. 30% souffrent de psychose, qui est un trouble mental parmi les plus sévères, 75% de toxicomanie, 75% de troubles mentaux en général, puis 85% expriment que vivent une détresse psychologique ou que leur santé mentale n'est pas en bon état. On a une plus forte prévalence de maladies psychiatriques sévères chez les itinérants plus jeunes par rapport aux itinérants plus âgés. En contrepartie, il y a une accessibilité aux soins de santé et donc une aggravation de la maladie avec une durée de maladie non traitée qui est plus longue. Et on sait que dans plusieurs troubles mentaux, surtout les troubles mentaux sévères, plus la durée de maladie est longue, moins sera bon le pronostic. Il y a également un risque accru de mortalité par suicide, encore plus dans les cas de schizophrénie là, ou de troubles mentaux sévères, et par overdose qu'on va retrouver chez les gens qui ont de la toxicomanie. Et souvent, les troubles se retrouvent en comorbidité, donc de façon concomitante. Et également, même une augmentation du risque d'homicide lors d'un premier épisode psychotique. On parle de 15 fois plus élevé dans un contexte où la personne se sent menacée puis peut, en ce moment-là, en réponse à ça, agresser d'autres personnes. Donc, dans ce contexte-là, il y a une étude qui avait été faite par Élise Roy là, dans les années 90. On a vu au début des années 2000 la naissance de la clinique des jeunes de la rue au CLSC des Faubourgs, là, qui est maintenant le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. J'en parle parce que c'est vraiment un des premiers exemples de un peu drop-in center, de one-stop shop, où les jeunes pouvaient recevoir tous les services, que ce soit santé mentale, santé physique, même dentaire et psychosociaux, dans un même endroit.
et sans égard à leur code postal ou à l'obtention ou pas d'une carte d'assurance maladie. La clinique Jab Duchem a développé des liens réguliers, tant avec cette clinique-là qu'avec les organismes qui ont travaillé en première ligne, parce qu'étant situé au centre-ville, on a rapidement vu qu'une partie importante de notre clientèle était en situation d'itinérance. Je vais vous en parler par la suite. Donc, on a commencé à créer des réunions régulières du RIPAGE, du réseau d'intervention de proximité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été initié d'abord par Diane Aubin, qui est toujours psychologue à Dans la rue, et qui maintient, dans le fond, de façon, je dirais, régulière, malgré les aléas de la vie, ces rencontres-là régulières. Par la suite, les psychiatres de la clinique Jab Duchem ont commencé à offrir du support à l'équipe médicale et psychosociale de la clinique des jeunes de la rue du CLSC. Et en plus de discuter des cas, ils offrent des consultations psychiatriques mensuellement. Ça a été le début. Donc, pourquoi on devrait, vous allez voir, j'ai des diapos un peu bilingues, là, pourquoi on devrait se préoccuper des jeunes en situation d'itinérance en premier épisode psychotique? Ça c'est ma pratique psychiatrique principale. Donc, je suis à la fois chercheur et on a fait une première étude où on a regardé, dans le fond, les jeunes qui étaient en situation d'itinérance dans notre cohorte versus ceux qui ne l'étaient pas. Puis la grande question qu'on se posait comme clinicien, mais aussi comme chercheur, c'est est-ce qu'il suffit d'ouvrir les portes à ces jeunes et les accueillir sans barrière dans les équipes régulières du système de soins? Comment évoluent ces jeunes dans un contexte d'équipes de soins surspécialisées, dont notre clinique est un modèle? Est-ce qu'ils ont d'autres besoins? Puis quels sont les autres besoins? Donc, juste pour vous donner une idée, il y a 29 % des jeunes qu'on suit à la clinique qui ont vécu une situation d'itinérance, en bonne partie avant le suivi. Souvent, la maladie mentale faisait partie des causes de l'itinérance et de la perpétuation de l'itinérance. Puis on voit que, par contre, malgré le suivi, à 1 an et à 2 ans, il y a une persistance de la situation d'itinérance qui va souvent être on-off là, chez plusieurs de ces jeunes. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est quand on parle d'itinérance, c'est sûr que la définition d'itinérance large, on va dire que dès que quelqu'un est en situation de grande précarité puis va se retrouver sans hébergement pendant 1 jour, on peut le considérer comme étant itinérant. Mais ce qu'on voit, c'est quand même 24 % des patients ont été itinérants avant leur suivi à notre clinique. Parmi ceux-là, 45 % l'ont été pendant plus de 12 mois. On parle de jeunes qui ont en moyenne 22 ans. 22 % des patients qui souffrent d'un premier épisode psychotique ont été sans domicile fixe, malgré le suivi. Pendant notre suivi, puis c'est une équipe de suivi intensif là, particulièrement, je dirais, dédiée là, aux besoins des jeunes. Puis pour 55 % d'entre eux, ça a été plus de 3 mois durant le suivi. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces jeunes-là? En fait, ils présentent toutes les caractéristiques d'un mauvais pronostic en santé mentale en général. Là. Donc, on sait que, bon, les jeunes hommes, quand on parle de troubles mentaux sévères, c'est un facteur de moins bon pronostic. Il y en avait plus dans cette clientèle-là. Ils sont moins scolarisés. Ils ont plus d'antécédents judiciaires. Ils ont plus des formes non affectives de psychose qui sont des formes plus sévères de psychose. Ils ont beaucoup plus de troubles liés à l'utilisation de substances et de troubles de personnalité qui sont souvent plein de facteurs à quoi faisait référence Dr Rousseau ce matin, qui font qu'on se retrouve finalement toujours exclu d'une équipe ou d'une autre. Quand on regarde, je vous représente ici, on a fait 2 études différentes avec des petits groupes de patients qui étaient en situation d'itinérance. Puis ce qu'on voit, c'est que je vous amène en bas là, du graphique. Je ne sais pas si j'ai pas de marqueur, mais je pense que la souris ne fonctionne pas. C'est pas grave. Là, dans le fond, si vous regardez à partir du milieu à peu près, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont en moyenne 9 ans de scolarité, ce qui correspond à secondaire 3, alors qu'on parle d'une moyenne de 22 ans à peu près, 23 ans même. Ils sont sans emploi pour 88 à 95 % des jeunes. Ils ne sont pas non plus à l'école pour plus de 80-90 % de ces jeunes-là. Ils ont, en grande partie, on parle de 80 % et plus, vécu des abus dans l'enfance. Ils ont vécu différents traumas et pour 40 % étaient placés, en fait, en centre jeunesse et ont beaucoup de problèmes légaux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, malgré que ces jeunes-là vont moins bien, ils sont pourtant hospitalisés plus souvent et plus longtemps que les autres. Et c'est ce qu'on démontre ici, encore une fois, quand on regarde des mesures de fonctionnement, à la fois leur meilleur fonctionnement à vie et le fonctionnement à l'admission, mais encore suite à la fin du suivi de 2 ans que durait cette étude, ces jeunes-là évoluent moins bien. Et le SOFAS mesure à la fois l'intégration sociale, le réseau social, la capacité à travailler ou étudier et à être hébergé de façon autonome et satisfaisante.
Donc, en résumé, ces jeunes qui présentent un PEP, mais qui sont en situation d'itinérance, sont un sous-groupe qui sont plus vulnérables, ils ont une maladie psychotique plus sévère, ils ont des troubles liés à l'utilisation de substances en comorbidité, des traits ou des troubles de personnalité, plus de problèmes judiciaires. Puis pourtant, ils s'engagent dans le suivi, mais ils évoluent moins bien. Donc, on s'est questionné, est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin d'une approche plus spécifique? Donc, je vous fais ça en résumé, mais on a essayé de regarder dans la littérature. Il n'y avait pas, en fait, d'études qui s'adressaient à cette population-là, qui représente un peu les caractéristiques, donc, je vous ai nommé, là, qui sont des jeunes en situation d'itinérance, avec une psychose, un trouble d'utilisation de substances comorbides. On sait qu'ils ont besoin d'un suivi précoce et intensif pour éviter que les problèmes perdurent ou même s'aggravent. Ils ont besoin d'aide pour trouver un hébergement puis se maintenir en hébergement. Mais ce qui ressortait de façon plus importante, c'était qu'ils ont besoin d'approches de proximité. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur milieu, d'abord pour les engager, mais également pour leur permettre d'intégrer la société. Donc, c'est vraiment en collaboration avec des partenaires communautaires. J'en nomme ici quelques-uns qui ont été les principaux au départ, mais vous allez voir que notre réseau s'est grandement élargi. Donc, il y a eu Dans la rue, la Maison Saint-Dominique, le Refuge des jeunes, qui sont des organismes communautaires, puis la Clinique des jeunes de la rue au CLSC des Faubourgs, donc dans le CIUS, le Centre-Sud de Montréal, qui ont développé avec le CHUM l'équipe Sol. Alors, je vous parle de l'équipe Sol. On a dans la salle ici Julie-Marguerite Deschênes, qui était parmi les fondatrices avec moi, et Nicolas Girard, travailleur social également au CHUM. Donc, je vous parle de l'histoire de Philippe. Philippe, c'est un jeune homme qui a 18 ans et 10 mois, qui étudie au secondaire 3 pour adultes, qui habite en colocation depuis la sortie des centres jeunesse. Il fume du cannabis quotidiennement, puis commence à constater qu'il entend des murmures que ses proches n'entendent pas. Il reçoit un diagnostic de schizophrénie lors d'une visite à l'urgence et on lui offre un rendez-vous en clinique externe. Rapidement, Philippe cesse la médication antipsychotique qui lui a été prescrite. Il se sent confronté par le diagnostic de schizophrénie qui, selon ses dires, a été posé après à peine 10 minutes d'entrevue et il ne se présente pas au rendez-vous en clinique externe par la suite. La désorganisation graduelle dans les différentes sphères de sa vie s'installe, il commence à avoir de la difficulté à se maintenir en hébergement, il cesse l'école, puis il y a des pertes d'emploi qu'il obtient pendant quelques jours et qu'il perd de façon répétée. Il refuse l'aide sociale par méfiance parce qu'il ne veut pas trop s'impliquer avec le gouvernement. Il est incapable de payer son loyer, puis il entend de plus en plus fréquemment des voix qui lui crient des insultes et des menaces. Parallèlement à ça, il a des conflits avec ses parents. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que sa mère est décédée il y a quelques années, puis son père a lui-même de la difficulté à s'ajuster à la situation. Il y a des conflits avec lui. Il quitte sa ville. Il a un plan idéaliste de son arrivée à Montréal. Il arrive à Montréal le matin, il entend parler du refuge des jeunes et s'y rend. Au refuge, on lui parle de chez Pops, dans la rue. Donc, pourquoi une équipe d'intervention intensive de proximité? D'abord parce qu'au CHUM, il y avait la présence d'un plateau technique avec une équipe d'intervention précoce pour les jeunes avec psychose et également une équipe qui travaille en toxicomanie. On était, comme j'ai dit tout à l'heure, situé au centre-ville et on a vraiment vu qu'il y avait des besoins à répondre pour les jeunes de la rue qui avaient des problèmes de santé mentale et de consommation de substances. Donc, je reviens à Philippe. Les portes se ferment. Il y a une augmentation des symptômes. Il y a une augmentation de la consommation. Il essaie de pallier aux symptômes. Mais il ne se rend pas compte que la consommation augmente aussi les symptômes. Il est expulsé rapidement de plusieurs ressources communautaires qui pourtant sont très tolérantes, croyez-moi, parce qu'il y a de l'agressivité en lien avec la psychose et la toxicomanie. Félix, un intervenant du refuge des jeunes, contacte l'équipe Sol. Donc, comment ça se passe? C'est qu'il y a un triage par le travailleur social de l'équipe Sol du CHUM qui se passe au refuge des jeunes le jour même. Il y a un soutien de l'équipe des intervenants du refuge qui est fait par les intervenants de l'équipe Sol parce que c'est beau, Philippe a rencontré le travailleur social, mais il n'est pas trop sûr de vouloir donner suite. Pendant ce temps-là, il est encore au refuge. Par la suite, Philippe accepte l'évaluation psychiatrique à la clinique des jeunes de la rue, au CLSC des Faubourgs, mais ça aurait pu aussi se faire dans la communauté. En fait, ça se fait là où le jeune accepte. Il arrive parfois que ça se fasse devant l'organisme dans la rue. Puis, JAP lui offre un suivi psychiatrique et psychosocial pour la toxicomanie et la psychose dans son milieu. Donc, il y a un suivi en clinique externe dès le début, puis on fait des accompagnements autant que nécessaire, que ce soit pour la recherche d'hébergement, pour obtenir des cartes d'identité ou encore pour l'aider à réintégrer un travail.
on va lui offrir des thérapies de groupe et de l'intervention dans un projet de vie. On va le supporter dans différentes démarches, comme j'ai dit, que ce soit pour le retour au travail ou à l'école. Donc, notre clinique s'adresse aux jeunes qui sont des jeunes qui sont à risque d'itinérance ou qui sont en situation d'itinérance, âgés de 18 à 30 ans, qui présentent une dépendance ou une toxicomanie et qui vivent un premier épisode psychotique ou un autre trouble mental sévère. Le but est d'améliorer l'accessibilité des services, de favoriser l'engagement au suivi, d'améliorer la continuité des services, stabiliser la situation des individus tant en termes d'hébergement qu'au niveau de leurs relations sociales et de favoriser leur réintégration sociale. Ces 4 psychiatres impliqués à temps partiel qui font également d'autres tâches pour les jeunes adultes psychotiques, 3 travailleurs sociaux et un père aidant. Ça a été financé au départ par l'Agence de la santé et des services sociaux là, dans un projet pilote, puis par la suite, le ministère a rendu ce projet pérenne. Et c'est vraiment grâce à des organismes communautaires partenaires qui œuvrent auprès des jeunes de la rue qu'on a pu mettre ça sur pied. Parce qu'on aura beau avoir 3 travailleurs sociaux, puis un père aidant, puis 4 psychiatres qui s'impliquent de façon à temps partiel, c'est impossible de pouvoir répondre aux besoins de tous ces jeunes avec une si petite équipe. Il faut donc aller chercher, en fait, les ressources qui sont dans le milieu, les partenaires vers lesquels les jeunes se dirigent de façon plus spontanée. Et on voit ici différents partenaires. Il y en a plusieurs autres. Je vais vous les montrer sur une autre diapositive. Mais on voit qu'il y a plusieurs organismes communautaires, dont Passage, En Marge, Médecins du Monde, Cactus, le GIAP, le Refuge des jeunes, la Maison Saint-Dominique, mais également des institutions comme les CIUS, la Clinique des jeunes de la rue, là, qui est au CLSC, le Jeanne-Mance, le CRDM, donc l'ancien de l'Art Cormier, et bien sûr le CHUM par son équipe SOL et l'équipe JAP et l'UPT. Donc, je retourne à Philippe. L'expulsion. Que reste-t-il pour Philippe après la rue? Donc, vu ses comportements agressifs en lien avec des hallucinations, Philippe est refusé au refuge des jeunes. L'équipe SOL lui propose un séjour à l'urgence, le temps d'apaiser les symptômes et de trouver un endroit plus stable et moins stimulant qu'un dortoir. Philippe n'est pas intéressé. Il est surpris par contre de constater qu'on lui offre de rester plus longtemps au bunker en attendant d'être logé de façon plus stable avec l'équipe SOL. Le bunker offre habituellement un séjour de 5 nuits, mais dans des circonstances particulières pour des jeunes qui essaient de se sortir de leur situation et d'adresser leurs problèmes de santé mentale, on va faire exception. On va être plus flexible. La Maison Saint-Dominique lui offre une chambre dans un appartement supervisé avec des colocs, l'accompagnement avec une intervenante et temporairement la supervision de la médication. Par la suite, on va même lui offrir le projet VLA, qui est un projet de Housing First avec une subvention au logement et un suivi communautaire dans le milieu. Mais il y aura des étapes avant de se rendre là. Alors, l'équipe SOL approfondit de multiples alliances au sein du réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes de la rue. Donc, avec Dans la rue, par exemple, il y a eu une intervenante de Dans la rue qui a été formée par l'équipe SOL et qui s'est spécialisée dans la détection des troubles mentaux chez les jeunes et qui a fait de la liaison avec l'équipe SOL. Puis, peu à peu, de plus en plus d'intervenants dans la rue ont été sensibilisés à la santé mentale, à l'importance de détecter les symptômes plus tôt et de référer les jeunes. Le bunker, comme j'ai dit, a permis aux jeunes de séjourner plus longtemps tant qu'il est en démarche pour traiter sa santé mentale, sachant que l'instabilité en hébergement est un facteur principal de non-engagement dans les services, puis également d'aggravation du problème de santé mentale. Donc, quelles sont les forces? Récemment, j'ai eu un commentaire d'une administratrice de notre hôpital qui est venue observer un peu notre travail parce qu'on vivait une crise, on était débordés par le travail, puis ils se disaient que c'était sûrement un problème d'organisation, donc ils sont venus pour observer, pour voir comment on pouvait mieux faire les choses. Puis le commentaire que j'ai considéré comme étant un compliment, c'était « Vous, l'équipe SOL, vous fonctionnez comme un organisme communautaire. » Je ne sais pas si ça se voulait un compliment, mais je pense que ce que ça voulait dire, c'est que j'étais surprise un peu par la flexibilité, qui peut parfois donner l'impression d'une désorganisation parce que dès que le jeune se présente, on va le voir, on va le recevoir, même si c'est entre deux. Puis les jeunes sont capables d'être patients, de comprendre qu'on leur donne cette flexibilité-là quand ils en ont besoin. Ça fait qu'à d'autres moments, peut-être qu'ils vont devoir attendre. Mais c'est très difficile pour les intervenants, compte tenu souvent des demandes là, importantes, mais également du cadre hospitalier. C'était aussi, je pense, le commentaire faisait référence au fait qu'on accompagnait beaucoup les jeunes dans la communauté.
qu'on s'adressait plutôt à leurs demandes qu'à ce que nous, on pense qui est important, même si par en arrière, on adresse quand même les choses qu'on pense qui sont importantes. Je fais référence ici à leur santé mentale, parce qu'on travaille avec eux pour que travailler leur santé mentale devienne un outil pour eux pour aller mieux, pour atteindre leurs objectifs de vie. Puis l'autre élément aussi que j'ai beaucoup appris avec le temps, c'est respecter la philosophie des organismes partenaires. Ne pas vouloir les changer à tout prix et accepter, nous, de changer. Accepter d'utiliser chacun des partenaires de notre réseau pour ses propres forces et savoir être flexible. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, cette approche-là? Bien, l'équipe Sol a permis, vous voyez, en fait, là, je m'excuse, je n'arrive pas à voir moi-même. Bon. Vous allez voir, en fait, cette figure-là illustre le temps que ça a pris pour atteindre la stabilité en hébergement pour chacun des jeunes qui étaient suivis par l'équipe JAP avant qu'on ait l'équipe Sol, puis par l'équipe Sol. Donc, en vert, c'est la proportion des jeunes qui atteignent la stabilité en hébergement avec l'équipe Sol. Puis, dans le fond, l'équipe Sol est un ajout à la clinique JAP. Puis, on voit qu'on aidait quand même les jeunes en situation d'itinérance auparavant. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, avant d'atteindre la stabilité, donc être stable en hébergement depuis plusieurs mois, on réduit de moitié la durée d'instabilité, en fait, en hébergement avec l'équipe Sol, avec une moyenne d'à peu près 6 mois pour être stable en hébergement avec l'équipe Sol versus 13-14 mois avec la clinique JAP seule. Puis, malgré, vous allez voir qu'il y avait beaucoup moins d'hospitalisation, en fait, les jeunes évoluent aussi bien en termes fonctionnels avec l'équipe Sol et l'équipe JAP ou au niveau de la réduction des symptômes. Pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'on a utilisé beaucoup moins d'hospitalisation au niveau de la deuxième année du suivi, surtout, mais également au niveau de la première année du suivi et moins de consultations à l'urgence au niveau de la deuxième année de suivi. Donc, l'intervention de l'équipe Sol améliore rapidement la stabilité en hébergement par rapport à l'intervention régulière en clinique des premiers épisodes, tout en sachant que ces cliniques-là, premiers épisodes, sont déjà des cliniques qui ont un mode de fonctionnement très centré sur les besoins des jeunes. Et pourquoi? Par le lien avec les organismes qui œuvrent avec les jeunes de la rue et les ressources, par la création de projets d'hébergement en collaboration avec ces organismes-là, puis par des liens de confiance qui sont créés avec les organismes, puis avec les jeunes en cas de difficulté. Le focus qui est mis sur l'hébergement, l'intensité des services et surtout sur l'outreach, donc l'intervention en proximité dans le milieu des jeunes. Donc, je reviens encore à l'histoire de Philippe, après 2 ans de suivi avec l'équipe Sol. Donc, avec beaucoup d'interventions intensives en outreach, sans hospitalisation, mais avec quand même une autorisation de soins obtenue par un juge, quelques mois sous fiducie, donc pour l'aider à gérer son budget, pour le rendre plus autonome graduellement pour payer son loyer et pouvoir se nourrir jusqu'à la fin du mois. Philippe est maintenant en appartement supervisé. Il fume moins de cannabis. Il reconnaît que cela augmente ses symptômes psychotiques. Le délire s'est encapsulé. Il a développé une autocritique qui demeure partielle. Après avoir travaillé 4 des 6 mois du programme à distribution à l'escalier, donc c'est un programme de réinsertion au travail pour les jeunes, puis avec beaucoup de difficultés vu les délires présents, mais ça a été possible quand même grâce au partenariat. Il s'est finalement trouvé un travail avec un contrat d'intégration au travail via Arrimage depuis 1 an et demi. Et depuis 2 mois, il s'est trouvé un emploi de plongeur sur le marché régulier. Donc, les clés du succès et les défis actuels. Donc, les approches cliniques doivent être adaptées pour mieux répondre aux besoins des jeunes avec psychose débutante, avec comorbidité et également ceux qui ont des troubles de personnalité émergents et de l'abus de substances, ainsi que la réalité des jeunes sans-abri qui sont plus difficiles à atteindre encore. Je pense que la clé, ça a été vraiment d'établir des partenariats avec les organismes qui ont une mission similaire, puis de collaborer avec et pour les jeunes. La clé a été également dans des réunions régulières entre l'équipe clinique institutionnelle, les équipes de logement, des organismes communautaires, pour éviter puis prévenir les problèmes. Au niveau administratif, il faut travailler à convaincre le réseau d'hébergement du système de santé d'investir de l'argent dans le développement d'hébergements supervisés adaptés aux besoins des jeunes sans-abri, atteints de psychose et de toxicomanie, qui se retrouvent souvent exclus, qui rencontrent en fait tous les critères d'exclusion à peu près de tous les organismes. Pour le réseau, il faut permettre à cette population d'accéder rapidement aux soins et aux services sociaux, logements, etc. Ça réimplique vraiment une réorganisation du processus d'accès pour minimiser les obstacles administratifs. Par exemple, ils perdent souvent ou n'ont pas accès à une carte RAMQ.
Un autre défi, c'est le roulement élevé du personnel dans les organismes communautaires et dans le réseau, qui rend la formation continue encore plus pertinente, mais qui prend du temps et qui doit être faite fréquemment. Puis une formation continue qui ne doit pas être faite sous forme de cours, mais vraiment sur une forme de discussion, de cas complexes, comme le mentionnait tout à l'heure Dr Rousseau. Évidemment, les deux sont possibles, mais on ne peut pas simplement donner des cours et prétendre qu'on sait comment faire. Il faut également développer une philosophie au sein du réseau qui se rapproche du communautaire pour l'accueil et l'accompagnement des jeunes. Donc, vers le futur, on a investi par la suite dans le projet Access, 12-25 ans, qui vise à améliorer l'accès rapide aux soins de santé mentale pour les jeunes et que ces soins soient appropriés et adaptés à leurs conditions. Puis comprendre et essayer de tenter de compenser les failles du système et d'étudier les solutions puis les diffuser. Donc, Access a commencé en novembre 2016. Donc, Access, c'est pour adolescents, jeunes adultes, en contact avec la communauté, des soins engageants, sans délai et sans stigmatisation. Donc, on a dans la salle plusieurs jeunes qui font partie d'Access. J'en nomme quelques-uns, là, Kim, Julie, qui était là tout à l'heure, Nicolas. J'espère que j'en oublie pas. Puis, on a... Charles, merci. Je m'excuse, je ne vois pas bien avec le spot. Puis on a notre clinicienne, Marie-Ève Dupont, Chantal Miro, qui est notre coordonnatrice, Lisandre, qui est une de nos assistantes de recherche. En tout cas, on a toute une équipe très présente. Donc, que veut Access? Veut l'identification précoce des jeunes qui ont des difficultés de santé mentale, un accès rapide, la continuité des soins au-delà de 18 ans, l'implication des jeunes et des familles et des soins appropriés à leurs besoins et de qualité. Donc, je vais passer ça rapidement, mais Access souhaite qu'il y ait une augmentation, en fait, des jeunes qui fassent des demandes. C'est une augmentation des jeunes qui font des demandes à notre réseau. Ça veut dire qu'on leur donne, en fait, accès de façon plus adéquate. Puis on veut que les délais d'accès soient plus rapides et que les jeunes et leurs familles soient plus satisfaits. Donc, c'est un schéma qui est en transition puis en travail. On essaie de voir comment on peut illustrer qu'on a un jeune qui est au milieu, qu'on a envers les différentes portes d'accès que le jeune peut, en fait, prendre pour entrer dans les services. Puis quand on parle d'accès, on parle d'une évaluation de leurs besoins qui, idéalement, se fait dans différentes portes. J'avais qu'il me restait 5 minutes sur mon timer, mais je vais essayer de faire plus vite, là. Et dans le fond, ce que Access a ajouté, c'est vraiment d'avoir une clinicienne qui se promène et qui va aider à soutenir le jeune, mais également les organismes dans leurs demandes. On a des partenaires communautaires qui sont super importants. Il y en a plusieurs qui sont listés ici, mais il y a également les partenaires du réseau qui offrent des services. Puis ce qu'il faut faire, c'est essayer de relier tous ces gens-là ensemble. Personne ne peut y arriver tout seul. Leurs problématiques sont beaucoup trop complexes. Il faut être assis aux mêmes tables puis travailler ensemble plutôt que se demander c'est qui doit prendre ce jeune-là puis cette difficulté-là. C'est lourd pour tout le monde. C'est lourd pour le jeune, c'est lourd pour la famille. Donc, on a différentes cibles dans cette recherche-là qui sont du nombre de demandes, mais également les délais entre la référence et le premier contact, entre la référence et l'évaluation, mais aussi entre la référence et les soins qui sont appropriés. On a beaucoup d'autres mesures, là, je vais aller plus vite, mais notamment là, les délais d'accès à l'hébergement, puis la qualité de vie des jeunes et leur accès à l'emploi et aux études. Je l'ai mentionné tantôt, puis on va en parler dans la journée de demain, comment ces jeunes-là n'ont pas accès à la scolarité, ce qui les condamne souvent à vivre dans une précarité à long terme. Donc, notre clinicienne fait des présences ponctuelles dans les ressources partenaires, va aider à évaluer les besoins directement avec des jeunes, mais sinon, va soutenir les intervenants des organismes à aider les jeunes à avoir accès à des portes d'entrée qui sont parfois déjà présentes dans notre réseau, au CLSC, dans les organismes communautaires, par exemple dans la rue où il y a des services de psychologues qui sont offerts, et dans différents organismes du réseau communautaire, là. Et elle va offrir la liaison et le soutien auprès des jeunes pour les amener jusqu'à l'obtention des services. Donc, on ne peut pas offrir aux jeunes une porte, puis lui dire qu'il va avoir des services, puis le laisser attendre pendant 6 mois. Malheureusement, c'est parfois le cas de certains jeunes. Plus la problématique, en fait, est complexe, plus les besoins sont grands, souvent, plus ils vont attendre longtemps. Donc, qu'est-ce qu'Access a fait jusqu'à présent, Access Ripage? Donc, on a eu plusieurs événements, dont des foires de santé mentale qui ont été faites, des formations qui ont été offertes à des jeunes, mais également à des intervenants de notre réseau.
On est en train de monter une cartographie des services qui existent. Il y a également des espaces jeunes qui ont été développés dans différents organismes, des lieux où les jeunes peuvent se recueillir au sein des organismes qu'ils fréquentaient déjà, mais des lieux qui sont dédiés à le bien-être mental. Il y a un comité de jeunes, je dirais de peine et de misère, pas par mauvaise volonté, mais c'est des jeunes qui sont en situation souvent de précarité, qui ont besoin d'assurer aussi leur survie et leur demander de s'impliquer de façon longitudinale, à long terme, c'est difficile, mais on a des jeunes qui persévèrent et qui continuent à travailler avec nous. Puis il y en a d'autres qui viennent de façon plus ponctuelle pour nous aider, en fait, à améliorer nos services puis à répondre. Il y a des jeunes qui participent à la recherche, qu'elle soit qualitative ou quantitative, pour nous aider à mieux documenter les besoins. Il y a des dîners LGBTQ, là, je vais passer vite, mais on a beaucoup de jeunes qui sont dans différentes situations de précarité. Donc, en conclusion, les jeunes ont des besoins spécifiques. Ce sont des jeunes qui sont souvent marginalisés, puis on doit les évaluer et reconnaître ces besoins-là, et ça ne peut se faire qu'avec eux. Il faut fusionner les ressources et les compétences, que ce soit les ressources institutionnelles, les organismes communautaires, avec les jeunes et leurs familles, pour nous aider à mieux comprendre les besoins complexes, puis développer des services aussi complexes qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, je termine là-dessus. On avait un projet qu'on appelait En amont, mais qui n'a jamais encore vu le jour. Depuis 2013 qu'on a monté ce projet-là, avec l'idée de travailler en amont de l'itinérance, avec les centres jeunesse, avec nos partenaires communautaires, et éventuellement, pour attraper les jeunes, je suis sûre qu'on est capable de les cibler, c'est qui ces jeunes-là qui risquent de se retrouver dans la rue avec des problèmes de santé mentale sévères, et pour éviter leur marginalisation et leur obtenir une transition vers l'âge adulte dans les services. Donc, au plaisir de collaborer avec vous et avec les jeunes. Merci.